all rise? Veuillez vous lever. Please be seated. The International Tribunal for the Law of the Sea is now in session. L'audience du Tribunal international du droit de la mer est ouverte. À sa 14e session extraordinaire, tenue les 27 et 28 mars 2013, la conférence des ministres de la Commission sous-régionale de pêche a adopté une résolution par laquelle elle a décidé d'habiliter le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale à saisir le tribunal afin qu'il rende un avis consultatif. Cette résolution a été adoptée conformément à l'article 33 de la Convention du 8 juin 2012 relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale. Le texte de la dite résolution a été transmis par une lettre du secrétaire permanent de la Commission sous-régionale datée du 27 mars 2013, qui a été reçue au greffe le 28 mars 2013. Conformément à l'article 131 du règlement du tribunal, le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale a, par lettre du 9 avril 2013, transmis des documents additionnels. Ces documents additionnels ont été placés sur le site Internet du tribunal. La demande d'avis consultatif a été soumise sur la base de l'article 21 du statut du tribunal et de l'article 138 du règlement du tribunal. L'affaire inscrite au rôle sur le numéro 21 porte le titre « Demande d'avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale de pêche ». Je prie maintenant Monsieur le greffier de bien vouloir résumer la procédure et de lire les questions sur lesquelles le tribunal est appelé à rendre un avis consultatif à partir de la résolution de la Commission sous-régionale. Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le Président. Ces questions sont ainsi formulées. 1. Quelles sont les obligations de l'État du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée, INN, exercée à l'intérieur de la zone économique exclusive des États tiers? 2. Dans quelle mesure l'État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche INN pratiquée par les navires battant son pavillon? 3. Lorsqu'une licence de pêche est accordée à un navire dans le cadre d'un accord international avec l'État du pavillon ou avec une structure internationale, cet État ou cette organisation peut-il être tenu responsable des violations de la législation en matière de pêche de l'État côtier par ce navire? 4. Quels sont les droits et obligations de l'État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d'intérêt commun, en particulier ceux des thonidés et des petits pélagiques? Je précise que le libellé en français de la question 3, que je viens de lire, correspond au texte soumis par la Commission sous-régionale dans ses exposés écrits, et ce libellé a été confirmé par la Commission sous-régionale dans sa lettre du 12 mars 2014. By order dated 24 May 2013,
the Tribunal decided that the Sub-Regional Fisheries Commission and the intergovernmental organizations listed in the annex to that order were likely to be able to furnish information on the questions submitted to the Tribunal for an advisory opinion. By the same order, states parties to the Convention, the Sub-Regional Commission and the said organizations were invited to present written statements on the questions submitted to the Tribunal for an advisory opinion. The time limit for the submission of written statements, initially fixed on 29 November 2013, was extended to 19 December 2013 by an order of the President dated 3 December 2013. Within that time limit, written statements were filed by 22 states parties to the Convention. These are in the order of receipt: Saudi Arabia, Germany, New Zealand, China, Somalia, Ireland, the Federated States of Micronesia, Australia, Japan, Portugal, Chile, Argentina, the United Kingdom, Thailand, the Netherlands, European Union, Cuba, France, Spain, Montenegro, Switzerland and Sri Lanka. Within the same time limit, written statements were also submitted by the following 7 organizations in the order of receipt: the Forum Fisheries Agency, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, the Caribbean Regional Fisheries Mechanism, the United Nations, the Sub-Regional Fisheries Commission, the Food and Agricultural Organization of the United Nations, and the Central America Fisheries and Aquaculture Organization. One statement was submitted by a state party to the 1995 Straddling Fish Stock Agreement, the United States of America. In addition, one statement was submitted by a non-governmental international organization, the Worldwide Fund for Nature, which was informed by a letter of 4 December 2013 that its statement would not be considered part of the documentation in the case. By order dated 20 December 2013, the President fixed 14 March 2014 as the time limit within which states parties to the Convention and intergovernmental organizations having presented written statements could submit written statements on the statements made. During this second round of statements, written statements were filed in the order of receipt by the following 5 states parties to the Convention: the United Kingdom, New Zealand, European Union, the Netherlands and Thailand. In addition, one statement was submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission. A further statement was received from the Worldwide Fund for Nature, which was not included in the case file. All the statements have been posted on the website of the Tribunal. Monsieur le Président. As indicated, the Tribunal is meeting today to hear oral statements relating to the request for an advisory opinion. In this regard, the Tribunal has been informed that representatives of the following states and organizations wish to take the floor during the current oral proceedings: the Sub-Regional Fisheries Commission, Germany, Argentina, Australia, Chile, Spain, the Federated States of Micronesia, New Zealand, the United Kingdom, Thailand, the European Union, the Caribbean Regional Fisheries Mechanism, and the International Union for the Conservation of Nature. The specific arrangements for the hearing have been made known by the registry to the participating delegations. The schedule for the hearing has also been made public by a press release. Cet après-midi, le tribunal va entendre la commission sous-régionale et les autres délégations que j'ai déjà mentionnées prendront la parole mercredi, jeudi et vendredi. Je donne maintenant la parole au représentant de la commission sous-régionale. Votre Excellence, Monsieur le ministre Camara, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Tribunal international du droit de la mer, en ma qualité de président en exercice de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches et au nom de la délégation qui m'accompagne, composée de représentants des 7 États membres de la Commission sous-régionale des pêches, à savoir Capo Verde, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone, tous partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du secrétariat permanent de la CSRP, des organisations régionales intergouvernementales, des organisations régionales non gouvernementales, des experts de la sous-région. Je vous remercie de l'honneur que vous nous faites de prendre part à l'audience consacrée à la demande d'avis consultatif initiée par la Commission sous-régionale des pêches. Je voudrais exprimer l'espoir de la Commission sous-régionale des pêches de voir le tribunal clarifier le droit international afin que chaque acteur impliqué dans l'éradication de ce fléau qu'est la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, plus connue sous son sigle INN, exerce pleinement les droits qui lui sont reconnus entièrement et assume entièrement les obligations qui lui incombent. D'après les constats qui résultent des activités de surveillance menées dans l'espace de notre sous-région, les zones maritimes des États membres de la CSRP, notamment Sierra Leone, la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, sont le théâtre privilégié d'activités de pêche INN. Les pertes attribuées aux activités de pêche non autorisées sont estimées annuellement à quelques 140 millions de dollars pour la Guinée et la Sierra Leone. Le montant de cette perte est énorme puisqu'elle équivaut à un quart de la valeur moyenne de la production des pêches officiellement déclarée dans ces deux pays. En ce qui concerne le Sénégal, supposé relativement avancé en matière de surveillance, les pertes évaluées sur la seule base des navires de pêche INN réellement arraisonnés en 2011 indiquent une perte de 350 000 tonnes qui représente une valeur de 292 millions de dollars US, sans compter tous les autres effets négatifs induits. La situation est également préoccupante pour la Mauritanie, qui dispose de moyens de surveillance relativement importants et qui déclare toujours des niveaux d'arraisonnement annuels élevés malgré la sévérité affichée dans la législation de ce pays. En effet, en 2011, plus de 400 infractions de pêche ont été relevées au niveau de la pêche artisanale et industrielle de ce pays. Les conséquences désastreuses de la pêche INN sur le tissu socio-économique constaté dans tous les États de la sous-région se manifestent notamment par les fermetures d'usines, avec une baisse de productivité due à une raréfaction des produits à traiter et le chômage dans les activités connexes de transformation, de mareyage, de manutention, de consignation et de commerce général. Les effets plus visibles de cette pêche INN se manifestent par la baisse des revenus des pêcheurs, la diminution des débarquements dans les ports, la durée plus longue des marées des navires de pêche avec comme conséquence des charges d'exploitation supplémentaires, des changements dans la composition des captures qui consistent à la disparition de certaines espèces
Et enfin, la diminution des tailles moyennes des individus pêchés. Les stocks les plus touchés par cette surexploitation sont les pélagiques ciblés par certaines flottilles étrangères. Dans l'espace de la sous-région de la CSRP, le poisson fournit près de 62% des protéines animales disponibles. La consommation en poisson per capita est de 21 kg, alors que la moyenne mondiale est de 18 kg, ce qui représente le double de la moyenne africaine de 9 kg. Selon les estimations de la FAO, il est probable que la consommation mondiale de poissons, qui se situe actuellement autour de 91,3 millions de tonnes par an, augmente sensiblement d'ici 2030, alors que la ressource décline de façon drastique dans toutes les parties du globe, et notamment dans les pays à faible capacité de protection de leurs ressources. Cette baisse de la ressource conjuguée avec une augmentation continue de la demande de poissons sur le marché mondial favorise une intensification de la pêche INN, particulièrement dans la zone de la Commission sous-régionale des pêches, réputée être des plus poissonneuses au monde. En outre, il faut noter la dégradation des habitats marins du fait de l'utilisation par les navires de pêche INN de techniques destructrices comme le chalutage de fond, la pêche à l'explosif et le rejet massif en mer de poissons jugés non rentables, mais qui auraient pu être consommés par les populations de la sous-région. Par ailleurs, les avis scientifiques fournis aux gestionnaires au sujet des décisions concernant les aménagements des pêcheries sont assujettis à de grandes incertitudes résultant des évaluations des stocks de base basés sur des modèles thématiques qui sont tributaires de la fiabilité des données statistiques, biologiques et socio-économiques sur la pêche. Or, ces données sont souvent faussées par les activités de certains navires qui opèrent illégalement et qui ne sont pas prises en compte. Enfin, d'autres problèmes liés à la pêche INN dans la sous-région ont été constatés comme les tentatives d'émigration clandestine des jeunes pêcheurs et parfois leur implication dans des trafics illicites multiformes, drogue, armes, etc. Considérant les difficultés récurrentes que rencontrent les États de la Commission sous-régionale des pêches dans leur lutte contre la pêche INN, nous, ministres des États membres de la Commission sous-régionale des pêches, avons habilité, je dis bien avons habilité, le secrétariat permanent de la Commission à saisir le Tribunal international du droit de la mer pour avis consultatif. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Tribunal international du droit de la mer, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Monsieur le Président, je vous prie maintenant de bien vouloir appeler à la barre l'agent de la Commission sous-régionale des pêches, Madame Djenaba Bey Traoré, pour développer les arguments de la Commission sous-régionale des pêches. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Camara. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais vous informer que certains juges souhaiteraient poser des questions à la Commission sous-régionale. J'invite à présent Monsieur le juge Cotte à prendre la parole. Monsieur le juge Cotte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,
La commission sous-régionale des pêches se fonde sur la convention dite CMA, la convention sur les conditions minimales d'accès à la ressource du 8 juin 2012, pour saisir le tribunal d'une demande d'avis consultatif. La CSRP a posé 4 questions. La commission sous-régionale des pêches peut-elle nous donner la référence du ou des articles de la convention CMA correspondant à chacune des 4 questions? Je vous remercie. Merci, Monsieur le juge Crotte. I will now give the floor to Judge Pavlak. Judge Pavlak. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished judges, distinguished representatives of the Sub-Regional Fisheries Commission, I am of the view that to understand better the request for advisory opinion, it would be advisable to get the following information. Is the term flag state used in the first question intended to encompass all flag states or only those whose fishing vessels are operating in the exclusive economic zones within the framework of the MCA Convention? Thank you, Mr. President. Thank you, Judge Pavlak. I now invite Judge Gao to take the floor. Judge Gao. Thank you, Mr. President. Your Excellency, my question would be a relatively straightforward one. Would it be possible for SRFC to provide the tribunal with additional information and materials upon which the 4 questions are formulated and put forward for an advisory opinion? This further relevant documentation may include the following categories: international agreements concluded with the flag states and other relevant international agencies, national reports, if any, on IUU fishing activities and damages and consequences suffered from these activities. And last but not the least, existing regulatory and enforcement measures against IUU fishing. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Judge Gao. Et bien entendu, le texte écrit de ces questions vous sera communiqué. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions pendant l'audience ou transmettre votre réponse par écrit dans un délai d'1 semaine, à savoir jusqu'au mardi 9 septembre à midi. Le texte de votre réponse sera communiqué aux États et organisations qui participent à l'audience et sera placé sur le site Internet du tribunal. Madame Beye Traoré, je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du tribunal, Madame, Messieurs les membres du tribunal international du droit de la mer, c'est pour moi un insigne honneur de comparaître aujourd'hui devant votre illustre institution au nom de la Commission sous-régionale des pêches. Il faut dire que malgré les efforts de renforcement de cadres juridiques au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et international pour combattre la pêche INN, malgré le fait que les États membres de la Commission sous-régionale des pêches aient tous ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cadre déterminant qui fonde les actions juridiques de la CSRP dans sa quête d'avis consultatif devant votre tribunal,
malgré le fait que les États membres de la Commission sous-régionale des pêches ne s'opposent ni aux instruments juridiques internationaux de lutte contre la pêche INN, ni aux instruments dits non contraignants, si nous nous référons au préambule de la Convention sur les conditions minimales d'accès de la CSRP, en dépit de l'adoption de décisions par les organisations régionales de pêche pour renforcer la gouvernance des pêches, en termes de réformes profondes dans les politiques nationales de pêche, d'amélioration du cadre législatif et réglementaire sur la pêche, de développement d'un système d'information sur les pêcheries et de renforcement de la recherche halieutique, et malgré l'appui institutionnel et opérationnel des partenaires techniques et financiers en matière de suivi, contrôle et surveillance des zones de pêche, notamment par le développement des capacités humaines et matérielles et l'organisation régulière d'opérations conjointes de surveillance, les États membres de la Commission sous-régionale des pêches font toujours face à des problèmes de pêche INN de plus en plus sérieux, sans pouvoir compter sur une coopération efficace et fructueuse de l'État du pavillon des navires en infraction. Ce sont là les constats de la CSRP qui justifient sa demande d'avis consultatif au tribunal, fondée sur la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones économiques de la Commission sous-régionale des pêches, communément appelée la Convention sur les conditions minimales d'accès ou la Convention CMA. On se fonde également sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les textes constitutifs du tribunal. Nous allons maintenant aborder les points sur la compétence, la recevabilité et le droit applicable. Sur la compétence du tribunal, le fondement et l'étendue de la compétence du tribunal par rapport à notre demande d'avis consultatif sont à rechercher non seulement dans le statut et le règlement du tribunal, mais également dans la Convention et la Convention CMA de la CSRP. S'il est vrai que la Convention et le statut du tribunal ne font pas expressément état de la compétence du tribunal pour le cas qui nous occupe, en revanche, la combinaison des dispositions du statut et du règlement du tribunal, de la Convention et de la Convention CMA permet indiscutablement de fonder cette compétence. Il s'agit notamment des dispositions de l'article 21 du statut, l'article 16 du statut, l'article 138 du règlement du tribunal, l'article 33 de la Convention CMA, les articles 287 et 288, alinéa 4 de la Convention. Examinons d'abord la compétence du tribunal conformément à l'article 21 du statut du tribunal. La fonction consultative du tribunal est fondée sur l'article 21 de son statut qui dispose que, je cite, « Le tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au tribunal. » Fin de citation. Il convient d'observer que la version française de l'article 21, il est clairement opéré une distinction entre le mot « différent » qui se réfère à une situation contentieuse et le mot « demande » qui fait référence à une situation non contentieuse.
Le mot est conjonction de coordination entre les mots différents et demande indique la compétence du tribunal dans les deux situations parfaitement distinctes. Par ailleurs, il y a lieu de noter une équivoque dans les différences de sens entre les versions anglaises et françaises de l'article 21. Cette dernière se lit comme suit, je cite, The jurisdiction of the tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal. Fin de citation. Le terme anglais application signifie-t-il application au sens des dispositions de la Convention, c'est-à-dire demande, requête, ou bien est-ce une attribution de la compétence du tribunal pour les situations autres que celles où il existe un différend? Le terme toutes les demandes mentionné dans l'article 21 en français ouvre la compétence du tribunal à des procédures autres que la fonction contentieuse, qui, elle, est reflétée par les mots tous les différents. La compétence consultative du tribunal est ainsi exprimée. Une simple lecture de l'article 21 du statut, dans ses deux versions, anglaise et française, fait apparaître clairement la compétence du tribunal pour donner un avis consultatif. Concernant la compétence du tribunal, maintenant, conformément à l'article 16 du statut du tribunal. Au terme de l'article 16 du statut du tribunal, il appartient, je cite, au tribunal de déterminer par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Fin de citation. Cet article se réfère explicitement au règlement du tribunal pour définir la procédure d'exercice de ses fonctions telle que définie par la Convention et son statut. L'article 16 justifie l'adoption de l'article 138 du règlement du tribunal mentionné sous la section H, procédure consultative. Pour ce qui est maintenant de la compétence du tribunal, conformément à l'article 138 du règlement du tribunal, au terme de l'article 138 du règlement, je cite, « Le tribunal peut donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international se rapportant au but de la Convention prévoit expressément qu'une demande d'un tel avis lui est soumise. Alinéa 1er. Cette demande doit être communiquée au tribunal par l'organe habilité à cet effet par l'accord dont il s'agit. Alinéa 2. Fin de citation. Trois conditions semblent ici être laissées à l'appréciation exclusive du tribunal par l'article 138 pour pouvoir accueillir une demande d'avis consultatif. L'existence d'un accord international se rapportant au but de la Convention, une question juridique déterminée au sens de l'article 138 et troisièmement, l'autorisation de saisine par l'organe de décision de l'institution requérante. D'abord, examinons l'existence d'un accord international se rapportant au but de la Convention. En l'espèce, la compétence du tribunal se fonde sur la Convention sur les conditions minimales d'accès de la CSRP. Nous rappelons que la Convention CMA est un instrument juridique régional portant sur la réglementation des activités de pêche
et qui, dans ses buts, se réfère aux instruments juridiques internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment dans son paragraphe 4, le paragraphe 4 de son préambule, les dispositions internationales relatives à la sécurité maritime et la protection de l'environnement marin édictées par l'Organisation maritime internationale, les principes et normes énoncés par le Code de conduite pour une pêche responsable, le plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN, adopté en 2001 par la FAO. En outre, l'article 3, alinéa 1er de la Convention CMA, est une reprise pure et simple de l'article 62, alinéa 2 de la Convention. L'article 3, en outre, l'article 3, alinéa 3 de la Convention CMA est un fidèle reflet du paragraphe 7.5 du Code de conduite pour une pêche responsable. De même, le titre 4 sur les mesures du ressort de l'État du port reprend l'essentiel de l'accord de 2009 de la FAO sur les mesures qui sont du ressort de l'État du port et du plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN. En conséquence, il s'infère de ce qui précède que la Convention CMA est indiscutablement un accord international se rapportant au but de la Convention tel que prévu aux articles 61 à 64 et 116 à 119 relatifs à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive et de la haute mer. En ce qui concerne le fondement de la saisine de la CSRP, le moyen se trouve dans l'article 33 de la Convention CMA, qui est ainsi libellé, je cite, « La conférence des ministres de la CSRP peut habiliter le secrétaire permanent de la CSRP à porter une question juridique déterminée devant le tribunal international du droit de la mer pour avis consultatif. » Fin de citation. Comme le texte de l'article 33 l'indique, le tribunal doit s'assurer que les conditions suivantes sont satisfaites. A. Une autorisation de la saisine du tribunal par l'organe de décision de l'institution demanderesse, ce qui a été fait par une résolution de la conférence des ministres de la CSRP, une demande portant sur une question juridique, ce qui est le cas en l'espèce. Ensuite, sur la deuxième condition posée par l'article 138, c'est-à-dire une question juridique déterminée. Conformément à l'article 138, alinéa 3 du règlement, qui renvoie à l'application mutatis mutandis, entre autres à l'article 131, alinéa 1er du règlement, je cite, « Une demande d'avis consultatif sur les questions juridiques contient l'énoncé précis de la question. » Fin de citation. La Cour internationale de justice apporte des orientations sur la notion de question juridique dans son avis consultatif sur l'affaire du Sahara occidental. Elle considère que, je cite, « les questions libellées en termes juridiques et qui soulèvent des problèmes de droit international sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. » Fin de citation. Cette jurisprudence a été confirmée par la Chambre des fonds marins du tribunal dans l'avis consultatif rendu dans l'affaire numéro 17. En effet, dans le paragraphe 39 de cet avis, la Chambre rappelle que la Cour internationale de justice a souligné, je cite,
que des questions libellées en termes juridiques et soulevant des problèmes de droit international sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. Fin de citation. Les 4 questions posées par la Commission sous-régionale des pêches portent en résumé sur les droits et obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN, la responsabilité des États et organisations internationales signataires d'accords de pêche et les droits et obligations des États côtiers en matière de gestion durable des stocks partagés. Ces questions, qui sont précises, libellées en termes juridiques et soulevant des problèmes de droit international, sont parfaitement susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. Les réponses aux questions posées par la CSRP permettront à la Commission d'obtenir les éléments à caractère juridique nécessaires au bon déroulement de ses activités, notamment la mise en œuvre effective de la Convention CMA. S'agissant maintenant de la 3e condition découlant de l'article 138, c'est-à-dire l'autorisation de saisine du tribunal par l'organe de décision de l'institution demanderesse. La conférence des ministres, organe de décision, a habilité le secrétaire permanent par une résolution adoptée pendant sa 14e session extraordinaire, tenue les 27 et 28 mars 2013 à Dakar, au Sénégal, à saisir le tribunal pour avis consultatif. Cette résolution a été transmise par lettre en date du 27 mars 2013, comme figurant dans l'ordonnance 2013/2 du tribunal. Cette procédure est en adéquation avec l'article 33 de la Convention CMA. Il ne fait dès lors aucun doute que la décision de demande d'avis consultatif résulte bien d'une résolution de l'organe suprême de décision de la CSRP, qu'est la conférence des ministres. Enfin, toujours sur la compétence, examinons maintenant la compétence conformément aux articles 287 et 288, alinéa 4 de la Convention. L'article 287 de la Convention prévoit plusieurs choix de procédure pour l'interprétation et l'application de la Convention. Parmi ceux-ci figure le Tribunal international du droit de la mer. Conformément à l'annexe 6, petit a, de la Convention. Bien que l'article 287 fasse référence à une situation de règlement des différends, l'article 288, alinéa 4, donne une ouverture au tribunal pour décider lui-même de sa compétence dans le cadre d'une demande d'avis qui lui est transmise. Compétence. En effet, l'article 288, alinéa 4 de la Convention, se lit comme suit, je cite, « En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide. » Fin de citation. Par conséquent, le tribunal est habilité à examiner l'étendue de sa compétence en cas de contestation, mais en se conformant aux dispositions de la Convention, de son statut et de son règlement, notamment les articles 21 et 27 du statut et les articles 130, 131 et 138 du règlement. Par ailleurs, suivant la doctrine sur la compétence consultative du tribunal, il faut noter que la question de cette compétence a été soulevée
à plusieurs occasions pendant la réunion des États parties et lors des débats de l'Assemblée générale des Nations unies. Il apparaît qu'aucune objection ferme ne lui a été opposée et plusieurs États ont abondé dans le sens de l'application de l'article 138. En outre, les différents présidents du tribunal ont toujours confirmé dans leurs interventions la compétence consultative du tribunal plénier. Cette compétence vient compléter la fonction judiciaire attribuée au tribunal par la Convention et les instruments constitutifs. Sur la recevabilité maintenant de la demande de la CSRP, en acceptant d'examiner et de donner un avis sur les 4 questions posées par la CSRP, le tribunal permettra aux États membres de la Commission de mieux apprécier et d'appliquer les différents instruments juridiques, régionaux et internationaux pertinents de lutte contre la pêche INN. Cela contribuera alors à renforcer le cadre de bonne gouvernance des mers et des océans en donnant en particulier son avis sur les obligations qui, en droit international, doivent reposer sur l'État du pavillon en cas de pêche INN. En ce qui concerne le régime juridique de la pêche dans la zone économique exclusive et en haute mer, les avis du tribunal auront une haute portée juridique et pratique considérable. En effet, ces avis pourront également être utilisés en tant que de besoin par d'autres États parties à la Convention ou organisations régionales qui font face à la problématique de la pêche INN. Il faudrait rappeler également qu'un avis consultatif reste un conseil et concerne principalement l'accord en vertu duquel il a été rendu. En l'occurrence, la Convention sur les conditions minimales d'accès, la Convention CMA, au-delà de la Convention et les instruments pris en application de la Convention. Enfin, les questions posées par la CSRP ont un caractère précis et devraient en conséquence conduire le tribunal à les déclarer recevables. Concernant le droit applicable, la CSRP a invoqué dans le chapitre 2 de son exposé écrit, version 2, plusieurs instruments juridiques contraignants qu'elle estime pertinents au soutien de sa demande. Certains de ces instruments sont directement liés à la Convention CMA, notamment la Convention, l'accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, les instruments juridiques sur la pêche de la FAO, alors que d'autres visent les buts de la Convention CMA. Tous ces instruments sont d'une pertinence indiscutable lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la Convention. Il existe par ailleurs des instruments non contraignants qui ont été volontairement approuvés par les États. Ces instruments sont également pertinents dans le cadre de l'avis consultatif soumis au tribunal. C'est le sens qu'il faut donner à la référence faite par la Chambre des fonds marins aux règles de l'autorité internationale des fonds marins lorsqu'elle parle de, je cite, texte à caractère obligatoire, fin de citation, négocié par les États et adopté suivant une procédure similaire à celle utilisée dans les conférences multilatérales. Ceci confirme la position de la Cour lorsqu'elle déclare dans son avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo,
que les règles portant sur l'interprétation des traités consacrés par la Convention de Vienne, je cite, peuvent fournir certaines indications. Fin de citation. Quant à l'interprétation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, il convient de souligner que les données sur les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux figurant dans les exposés écrits de la Commission sont communiquées à titre indicatif pour renseigner le tribunal sur le régime juridique qui sous-tend l'activité de pêche dans l'espace de la CSRP. La référence à ces instruments juridiques permettra au tribunal de mieux cerner les difficultés rencontrées par la CSRP et ses États membres dans leur interprétation et application. En conclusion, la Commission sous-régionale des pêches prie très respectueusement le tribunal international du droit de la mer de se déclarer compétent pour accueillir cette demande d'avis consultatif, de déclarer que la demande d'avis de la CSRP est recevable, de dire que les textes invoqués constituent le droit applicable en l'espèce. Concernant maintenant les arguments additionnels en faveur des questions posées, comme précisé dans sa lettre de transmission du 12 mars 2014 de l'exposé écrit version 2 de la CSRP, la Commission a informé le tribunal que le contenu de cet exposé était, je cite, sans préjudice d'autres argumentations et informations qui pourront être fournies et traitées pendant la phase orale de la procédure. Ainsi, la CSRP précise ou apporte dans son exposé oral des éléments additionnels pour renforcer ses arguments aux questions posées. Tout d'abord, la définition d'un État tiers. Un État tiers est un État qui n'est pas membre de la Commission sous-régionale des pêches, comme indiqué dans l'article 2, alinéa 9 de la Convention CMA. Ensuite, dans son argumentation, la Commission demande un avis consultatif sur l'application et l'interprétation de la Convention CMA et au-delà de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais non sur les autres instruments bilatéraux et multilatéraux signés ou ratifiés par un ou plusieurs de ses États membres, qui sont mentionnés dans les exposés écrits de la CSRP pour permettre une meilleure connaissance de la CSRP par le tribunal. La référence dans les exposés écrits de la CSRP au statut juridique de nouvelles utilisations économiques et scientifiques des mers se justifie par l'apparition de faits nouveaux comme l'ampleur de la pêche INN qui appelle de nouvelles réponses juridiques. Il convient également de préciser que les interrogations de la Commission sous-régionale des pêches quant à l'évolution de la définition de la pêche INN s'expliquent par le fait que le secteur de la pêche est très dynamique et que les techniques de pêche utilisées font de plus en plus appel à des technologies avancées et évolutives, comme le dispositif de concentration des poissons, les DCP, les transbordements en mer, les filets maillants dérivants, etc. Il s'y ajoute que certaines grandes marques de distribution se soucient peu de l'origine et de la licéité des produits qu'elles achètent, transforment et commercialisent. Ce constat ne veut en aucun cas dire que la CSRP remet en cause
la définition de la pêche INN contenue dans le plan d'action international de lutte contre la pêche INN, qui a d'ailleurs été textuellement reprise dans l'article 2, alinéa 4 de la Convention CMA. Par ailleurs, il convient de préciser que les exemples d'infractions cités dans les exposés écrits de la Commission constituent un échantillon des affaires qui vous sont présentées pour illustrer l'ampleur de la pêche INN dans la sous-région. À la lumière des articles 58, alinéa 2, 62, alinéa 4 et 94 de la Convention, il convient de préciser que le terme « État du pavillon », figurant respectivement dans les questions 1, 2 et 3 qui font l'objet de la demande d'avis consultatif de la CSRP, devra être étendu à l'état de la nationalité des personnes physiques et morales, telles que les propriétaires, les affréteurs et équipages de navires de pêche. En effet, les obligations de l'état de la nationalité des personnes physiques et morales en cas de pêche INN devront également être clarifiées, comme l'a exprimé l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution faisant sienne le document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable intitulé « L'avenir que nous voulons ». Dans le paragraphe 170 de cette résolution, on peut lire ce qui suit, je cite. « Nous nous engageons de nouveau à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en faisant en sorte que les États côtiers, les États du pavillon, les États du port, les États qui affrètent les navires pratiquant ce type de pêche et les États de la nationalité de leurs propriétaires réels, ainsi que les États qui soutiennent ou pratiquent cette pêche, mettent en œuvre, dans le respect du droit international, des mesures efficaces et coordonnées en vue d'identifier les navires qui exercent ce type d'activité et de priver les contrevenants des profits qu'ils en tirent. » Fin de citation. Par ailleurs, on peut lire dans l'article 94, alinéa 2b de la Convention, que tout État, je cite, exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire. Fin de citation. Enfin, les actes de pêche INN sont des faits internationalement illicites de l'État qui engagent la responsabilité internationale de l'État du pavillon du navire. En effet, la notion de fait internationalement illicite de l'État, précisée à l'annexe de la résolution A-RES-56-83 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui reprend les termes de la Commission du droit international dans les dispositions qui portent sur la responsabilité des États, est accomplie lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable à l'État en vertu du droit international, c'est-à-dire un comportement de tout organe de l'État, quelles que soient les fonctions qu'occupe cet organe. Article 4. Et constitue une violation d'une obligation internationale de l'État, c'est-à-dire lorsqu'un fait du dit État n'est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l'origine ou la nature de celle-ci.
article 12. Nous allons maintenant développer les arguments de la Commission par question. Je reprends le libellé de la question numéro 1. Quelles sont les obligations de l'État du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée, exercée à l'intérieur de la zone économique exclusive des États tiers? Point d'interrogation. Précision. Il s'agit ici des obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN opérée dans les eaux sous juridiction des États tiers. Le mot « obligation » mérite d'être précisé par rapport à sa traduction en anglais, qui peut recouvrir deux sens différents mais complémentaires. Obligations peut signifier responsibility or liability. Dans la question numéro 1, elle devra être traduite par liability. Le droit international oblige l'État côtier à notifier à l'État du pavillon les actes de pêche INN opérés dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que les sanctions y afférentes prononcées à son encontre. Le droit international soumet l'État du pavillon à l'obligation de s'assurer que les navires qui battent son pavillon respectent dans les eaux sous juridiction des États tiers les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques. Par conséquent, l'État du pavillon est responsable du contrôle effectif des activités de pêche d'un navire battant son pavillon, quel que soit le lieu où il opère. Cette responsabilité découle du droit qu'a l'État côtier de faire naviguer ses navires partout dans le monde, y compris en haute mer. Elle entraîne en conséquence l'obligation de tenir dûment compte des droits et obligations de l'État côtier en respectant ses lois et règlements adoptés conformément à la Convention. Cette obligation générale qui incombe à l'État du pavillon est une obligation de comportement doublée d'une obligation de due diligence ou obligation de diligence requise qui découle de l'article 194 de la Convention et des principes généraux du droit relatifs à la prévention des dommages transfrontaliers. Cette obligation découle également du droit international coutumier, de la Convention de 1958 sur la haute mer, de la Convention notamment dans son article 58, alinéas 2 et 3, sur les droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive et son article 94 sur les obligations de l'État du pavillon. Découle aussi de l'article 195 sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, de même de l'accord de conformité de la FAO de 1993. L'obligation de prendre des mesures administratives et réglementaires et de les faire respecter est une obligation de comportement qui relève de l'État du pavillon. C'est-à-dire que l'État du pavillon doit mettre en place les lois, règlements et autres mesures administratives et procédures qui, au regard de son système juridique, sont appropriées pour assurer le respect effectif de ses obligations par les personnes relevant de sa juridiction, conformément à l'article 153, alinéa 4 de la Convention. L'obligation de comportement
est donc liée à l'obligation de diligence requise de l'État du pavillon par rapport aux propriétaires privés et équipages des navires de pêche qui battent son pavillon, et quel que soit l'espace maritime où il opère. Cette obligation de diligence requise implique la nécessité non seulement d'adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d'exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre et dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés. Par exemple, en assurant la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs, et ce afin de préserver les droits de l'autre partie. En d'autres termes, l'État du pavillon doit s'efforcer par des moyens appropriés d'empêcher que ces navires qui se livrent à la pêche INN Un niveau supérieur de diligence requise est donc attendu de l'État du pavillon, surtout lorsque l'État côtier dispose de peu de moyens techniques ou opérationnels nécessaires pour faire appliquer ses lois et règlements, ce qui est le cas dans les États membres de la Commission sous-régionale des pêches. Aussi, l'État du pavillon a-t-il une obligation de contrôle effectif sur ses navires et équipages et de sanctions en cas d'infraction, nonobstant celles prononcées par l'État côtier. La collaboration avec l'État côtier, dans la mesure du possible, est nécessaire afin de faciliter l'application de la sanction de l'infraction commise, notamment en procédant promptement à une enquête approfondie pour vérifier les allégations de l'État côtier, en échangeant avec l'État côtier des informations relatives aux activités du navire, y compris des éléments de preuve, en intentant le cas échéant une action judiciaire contre le navire, en imposant des sanctions appropriées au navire et à ses exploitants si l'infraction est avérée, et en informant régulièrement l'État côtier des mesures prises et de l'avancement de la procédure. Ce qui nous amène à examiner les lacunes du droit international par rapport à la question numéro 1. En vertu de ce qui précède, il est parfaitement légitime de demander au tribunal que les responsabilités de l'État du pavillon soient clarifiées afin de faciliter leur mise en œuvre effective. En effet, les autorités compétentes dans les États membres de la Commission sous-régionale des pêches portent à la connaissance du tribunal qu'en cas d'arraisonnement d'un navire en infraction pour cause de pêche INN, les autorités de l'État du pavillon sont régulièrement informées, mais s'abstiennent de toute réaction, voire toute réaction positive. Des difficultés ont été rencontrées par les États membres de la CSRP pour faire respecter le droit international, notamment à la suite d'arraisonnements de navires de pêche de nationalité étrangère. Par exemple, dans le cas de pêche INN dans l'un des États membres de la CSRP, l'État du pavillon, une fois informé, coopère uniquement lorsque l'infraction fait suite à une activité de pêche opérée dans le cadre d'un accord de pêche entre l'État membre et l'État du pavillon du navire arraisonné. Dans ce cas seulement, l'État du pavillon coopère dans l'application de la sanction en cas de fuite du navire en infraction de pêche INN. Mais dans la majorité des cas où le navire a réussi à se soustraire au contrôle des patrouilleurs de surveillance de l'État membre de la CSRP, l'État du pavillon interpellé n'a pas coopéré.
Dans ce cas, l'État du pavillon ne devrait-il pas s'engager à poursuivre et à sanctionner les navires battant son pavillon qui commettent des infractions dans les eaux sous juridiction de l'État membre de la CSRP? La responsabilité solidaire de l'État du pavillon avec l'armateur et le capitaine ne pourrait-elle pas être engagée? Par ailleurs, une autre difficulté à laquelle les États membres de la Commission sont confrontés à ce que le droit international ne précise ni les délais, ni la forme de la réponse de l'État du pavillon en cas de notification d'une infraction de pêche INN. Le droit international ne précise pas non plus les droits de l'État membre de la Commission en cas de non-coopération de l'État du pavillon, si un de ces navires est saisi pour cause de pêche INN dans un port du dit État membre. De même, le droit international reste imprécis sur la nature et les sanctions applicables à l'État du pavillon en cas d'attribution du pavillon de complaisance à un navire en violation des articles 91 alinéa 1er et 92 alinéa 1er de la Convention. En effet, la nationalité du navire repose sur deux principes fondamentaux, à savoir le principe du monopole de l'État du pavillon et le principe du lien substantiel entre l'État et le navire. Le premier principe indique que le navire ne peut naviguer que sous le pavillon d'un seul État. Article 92, alinéa 1er de la Convention. S'il navigue sous plusieurs pavillons, les utilisant à sa convenance, il est considéré par le droit international comme un navire sans nationalité et ne pourra revendiquer une de ces nationalités devant un État tiers. Article 92, alinéa 2 de la Convention. Et lors d'un voyage ou dans un port d'escale, un navire ne pourra changer de nationalité qu'en cas de transfert effectif de propriété ou de changement d'immatriculation. Article 92, alinéa 2 de la Convention. Une nouvelle nationalité ne sera attribuée qu'après annulation de la nationalité antérieure. Les difficultés des armateurs face à la crise internationale dans le secteur du transport maritime ont amené plusieurs législations nationales à autoriser des navires affrétés coque nue, bien qu'immatriculés dans d'autres pays, à opérer sous pavillon national, avec la condition de suspendre la déclaration de propriété et le droit inhérent de hisser le pavillon respectif. Dans ce cas, il s'agit d'une double immatriculation. La vraie immatriculation de l'État du pavillon et l'immatriculation de l'État de l'affréteur. Le second principe, celui du lien substantiel, indique que la nécessité d'une relation entre l'État et le navire, article 91, alinéa 1er, les critères qui permettent d'assurer le lien substantiel varient selon les divers ordres juridiques. Et il revient à chaque État de les définir. Article 91, alinéa 1er de la Convention. Mais quelle que soit l'option choisie, le critère adopté devra obliger l'État du pavillon à contrôler le navire, les personnes et les biens installés à bord en matière administrative, technique et sociale, articles 94 et 97 de la Convention. Exercer sa juridiction pénale en cas d'accident de navigation,
article 97 de la Convention. Imposer aux navires l'obligation d'assister les personnes et navires en situation de danger de mer, article 98 de la Convention. Interdire et punir le transport d'esclaves, article 99 de la Convention. Interdire et punir le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, article 108 de la Convention. Interdire et punir les transmissions radio et de télévision non autorisées en haute mer, article 109 de la Convention. Réglementer les conditions d'exercice de l'activité de pêche en haute mer par des navires battant son pavillon. Veiller à leur respect et sanctionner les navires qui les violent, article 87, alinéa 1er, petit e, article 116, article 119 et article 120 de la Convention. Obliger les navires battant son pavillon à respecter les normes internationales visant à prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'environnement marin issue des embarcations, à veiller à leur respect et à sanctionner les navires en cas de violation, article 217 de la Convention. En effet, avec l'exigence du lien substantiel, il faut envisager avant tout d'investir l'État du pavillon du rôle de mandataire de la communauté internationale et de l'obligation d'adopter et de conserver face à cette dernière un standard minimum de droits et d'obligations qui lui permettent de contrôler les activités de ces navires dans des espaces maritimes ouverts à tous sans porter préjudice aux intérêts des tiers et en général de la communauté internationale. À la base de cette responsabilité existe l'idée qu'une meilleure garantie du principe de liberté en haute mer consiste à ce que l'État du pavillon contrôle la liberté et l'exercice des activités de ces navires menés dans cette zone maritime. Dès lors, il faut reconnaître que le but de l'exigence du lien substantiel est le contrôle et la juridiction effectifs. Il est donc nécessaire que le tribunal fonde son avis sur les dispositions combinées des articles 56, alinéa 1er, petit a, 58, alinéa 3, 62, 73, alinéa 1er, 91, alinéa 1er, 92, alinéa 1er de la Convention, pour dire, par rapport à la question numéro 1 posée par la Commission sous-régionale des pêches, que l'état du pavillon du navire doit être tenu entièrement responsable des agissements répréhensibles d'un navire qui bat son pavillon. En effet, la Convention n'indique pas expressément si l'état du pavillon encourt une quelconque responsabilité, ni le cas échéant, quelle serait la nature de celle-ci et les sanctions applicables. Incidemment, le tribunal pourrait donc préciser le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 94 de la Convention susvisée, au terme desquels il incombe à l'État du pavillon l'obligation positive de prévenir et de punir les activités de pêche INN. Abordons maintenant la question numéro 2 de la CSRP. Le libellé est comme suit. Question numéro 2. Dans quelle mesure l'État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche INN pratiquée par les navires battant son pavillon? Point d'interrogation. Il s'agit notamment des obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN opérée en haute mer par un navire qui bat son pavillon.
précisément, il faudrait se référer à la responsabilité de l'État du pavillon en cas de violation de son obligation internationale d'exercer la juridiction et le contrôle effectif sur un navire battant son pavillon. En plus de sa responsabilité sous la question 1, invoquée sous la question 1, le droit international soumet l'État du pavillon à l'obligation de s'assurer que les navires battant son pavillon et pêchant en haute mer respectent les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et ne mènent aucune activité qui compromette leur efficacité. Il faut rappeler que tout en reconnaissant aux États parties à la Convention le droit de s'engager dans des activités de pêche en haute mer, les dispositions de l'article 116 de la Convention leur imposent de tenir compte des droits et obligations et intérêts des États côtiers. De même, les articles 117 et 118 rappellent l'obligation de coopération qui incombe aux États relativement à la pêche en haute mer. Tous ces textes doivent servir de base au tribunal pour que dans les situations de pêche INN intervenues en haute mer, l'État du pavillon reconnaisse sa responsabilité entière engagée s'il est prouvé qu'il a failli à l'obligation de prendre les mesures raisonnables destinées à prévenir la pêche INN par ses navires nationaux. L'accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et l'accord de conformité de 1993 confirment la responsabilité de l'État du pavillon en cas d'infraction pour cause de pêche INN en haute mer par un navire qui bat son pavillon. En outre, suivant les dispositions de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port, renforcées par les directives volontaires de 2014 pour la conduite de l'État du pavillon, ce dernier doit s'assurer que le navire autorisé à battre son pavillon ne s'adonne à la pêche illicite non déclarée et non réglementée et ou ne soutient pas cette activité. Suivre l'activité de pêche de tous les navires battant son pavillon, quel que soit son lieu d'activité, confirmer en cas de besoin les informations contenues dans l'avis d'arrivée du navire, coopérer avec les États du port et prendre toutes les mesures de sanction nécessaires à l'encontre de son navire appréhendé pour exercice d'activité de pêche INN, même si la législation de l'État du port a déjà prévu des sanctions pour ce type d'infraction. Dans ce cas, un État membre de la Commission sous-régionale de pêche pourrait-il, dans le cadre de ses activités, un suivi, contrôle et surveillance, notamment la mise en œuvre des dispositions qui sont du ressort de l'État du port, arraisonner des navires ayant pratiqué des activités de pêche INN en haute mer et se trouvant dans l'un de ces ports? Point d'interrogation. Ce qui m'amène aux lacunes du droit international par rapport à la question numéro 2. L'accord sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs soumet l'État du pavillon à un certain nombre d'obligations en cas de pêche en haute mer. Suivant l'article 18 de cet accord, les États ne doivent autoriser les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche en haute mer que lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des responsabilités qui leur incombent sur ce point. L'accord de conformité
en son article 3, alinéa 3, confirme les dispositions de l'article 18 de l'accord sur les stocks de poissons. Je cite, « Aucune partie ne permet à un navire autorisé à battre son navire d'être utilisé pour la pêche en haute mer, à moins d'être convaincu, compte tenu des liens existants entre elle-même et le navire de pêche concerné, qu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités envers ce navire de pêche en vertu du présent accord. » Fin de citation. En outre, le Code de conduite pour une pêche responsable dispose que les États du pavillon devraient veiller à ce qu'aucun navire habilité à battre leur pavillon n'opère en haute mer ou dans les eaux placées sous la juridiction d'autres États, à moins qu'un certificat d'immatriculation ne lui ait été délivré et qu'il n'ait été autorisé à pêcher par les autorités compétentes. Un tel navire devrait avoir à son bord son certificat d'immatriculation et son autorisation de pêcher. Code de conduite pour une pêche responsable, paragraphe 8.2 sur les devoirs de l'État du pavillon. Il est demandé au tribunal de bien vouloir se prononcer sur les types de sanctions que les États membres de la Commission sous-régionale des pêches peuvent prendre en cas de refus de coopération de l'État du pavillon, d'inertie à maîtriser les navires battant son pavillon ou de sa réticence à coopérer pour sanctionner une infraction de pêche INN commise en haute mer. Compte tenu de la faiblesse des moyens de surveillance des États membres de la Commission et du caractère récurrent des cas de refus de coopérer de l'État du pavillon, le tribunal saisira l'opportunité de cette demande d'avis pour préciser, le cas échéant, les conditions, la mesure et les modalités des sanctions qu'il convient de prendre dans les cas d'espèce. La Commission du droit international, dans son projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, abonde dans le sens de la responsabilité de l'État du pavillon du fait des conséquences de ses actes, en l'occurrence en cas de pêche INN par un navire battant son pavillon. En effet, l'État du pavillon a une obligation de cessation et de non-répétition de l'acte, article 30, de réparation, article 31, 34, 39, le cas échéant de contre-mesure, article 49 à 54. Les avis sur les questions 1 et 2 sont d'une importance capitale, non seulement pour les organisations régionales de pêche, mais également pour les pays d'immatriculation réputés être des pavillons de complaisance. Examinons maintenant la question numéro 3. Excusez-moi, madame, je m'excuse de vous interrompre à présent. Il est presque 16h30 et le tribunal va se retirer pour une pause de 30 minutes. C'est-à-dire que l'audience reprendra à 17h et nous continuerons à écouter votre intervention. Alors, merci. All rise. Veuillez vous lever.